Frenchy Manga, l'émission 100% manga français, avec Walid et Thomas Bouveret. Non, qu'est-ce qui est mythique? Alors, c'est pas mythique de faire des planches en même temps que parler aux gens, Thomas. Bon, je commence. Donc, déjà, bonjour tout le monde, hein, déjà premier temps, hein, et bienvenue à la première émission, hein, on va dire mi-vidéo, mi-audio, on va dire mi-tutoriel de Frenchy Manga. Hein. Alors bon, déjà on va expliquer, Thomas, ce que c'est Frenchy Manga. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah oui. Ouais, parce que... Non, mais j'espère que t'es pas en train de faire des planches en même temps. Non? Je l'ai enlevé parce que sinon, ça serait... D'accord, bah alors Frenchy Manga, déjà, c'est une émission qui vous parle du manga français en général, hein, et de son évolution, ainsi que, bon, quelques tutoriels. Et avec nous, hein, avec nous, il y a notre cher Thomas Bouveret, alias Thomas Studio. Comment tu vas, Thomas? Ça va, la forme. La forme, t'es en train de... J'espère que t'es pas en train de faire des planches en même temps que tu me parles, là. Si, je suis en train de faire beaucoup là, des planches. Imagine avec le boulot que tu as en ce moment. Alors, on va un petit peu parler de tout ce qui est manga français. Pas, on va dire, l'historique. Hein. On va pas parler des Mooncake, de tout ça. Ça sera de la bonne perte de temps. Non. On va plutôt parler, on va dire, du manga français actuel qui, bon, on va pas dire qu'il va fort. Puis on va pas l'appeler manga français, on va pas l'appeler Manfra non plus parce que ça fait un NPE, ça fait URSAF, ça fait pourri. On va plutôt l'appeler tout simplement Frenchy Manga, comme une japonaise nous l'avait fortement conseillé sur Twitter, hein, au niveau de tes followers, Thomas. Il y avait, c'est ça, ouais, voilà, Frenchy Manga. C'est pas mal, on va dire, c'est assez rigolo. Alors bon. Donc, comme c'est la première émission, on va essayer d'expliquer beaucoup de choses, comment faire, comment évidemment, comment on voit les choses. Dans un premier temps, Thomas, juste une question à te poser, bon, parce que j'imagine en plus, comme tu as beaucoup de boulot en ce moment, hein, tu avais fait FAS qui est sorti chez Igomatic, puis tu as un autre projet qui est en cours en ce moment, j'imagine que c'est beaucoup de boulot. Mais toi, comment est-ce que tu vois la situation on va dire, du Frenchy Manga, du manga français en France à l'heure actuelle, après la première naissance, il y a 10 ans? Ouais, c'est une bonne question. Comment tu vois? Est-ce que pour toi le manga français est dans une situation un peu critique où après l'engouement du début, je sais pas si tu te rappelles avec les différents trucs Pika qui est sorti, ce genre de choses. Est-ce que maintenant, tu vois qu'il y a de l'amélioration ou pas? Mais pas en fonction de toi, hein, en fonction de ce que tu vois autour de toi, évidemment. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que un Français pourrait très bien avoir autant de potentiel qu'un Japonais. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de structures. C'est vrai en France actuellement, qu'il n'y a pas au Japon, qui fait que au Japon, il y a tout un organisme qui est fait pour justement les auteurs de manga. Alors qu'en France, justement, c'est un peu difficile, c'est pas trop adapté à ça, donc ça fait des répercussions. Ouais, je vois ce que tu veux parler. Tu veux parler des magazines qui sortent au Japon chaque semaine. C'est vrai que... Le gros problème, c'est que les magazines, ils fonctionnent bien au Japon, parce qu'ils sont des consommateurs qui sont peut-être un petit peu différents de nous. Parce qu'ils aiment bien consommer, lire, consommer, mais pas forcément garder. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas qui sont jetés, finalement. C'est vrai que tu parlais de... En France, c'est plutôt la collection, c'est vrai que... C'est plutôt la collection, c'est plutôt une mentalité BD franco-belge. Hein, faut dire la vérité. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas dans une... On n'est pas dans une mentalité, excuse-moi, on n'est pas dans une mentalité où chaque semaine, ou chaque 2 semaines, ou chaque 3 semaines, dans les magazines, il y a un chapitre qui sort. C'est vrai qu'au Japon, avec des magazines comme Shonen Jump, etc., il y a une véritable, on va dire, un véritable recrutement des meilleures valeurs, que ce soit dans les comiquettes
ou quoi que ce soit, et c'est directement, c'est ça, redirigé vers les meilleurs magazines au Japon. Oui, parce qu'il y a directement déjà toute une communication, tout un schéma, on va dire, une structure qui est faite au Japon, qui peut plus difficilement se trouver en France, parce que déjà, on n'a pas la même vision des choses sur certains points. Donc c'est vrai que magazine de prépublication, comme on avait vu par exemple chez Pika ou ailleurs, et ça n'a pas fonctionné parce que on n'est pas du tout. Oui, oui, mais à ce moment-là, si au niveau des magazines de prépublication, est-ce que c'est pas également en France un problème au niveau parce qu'en France on est très à cheval au niveau du design, on voit qu'il y a des auteurs, on va dire, Frenchy manga qui essaient on va dire, de faire du manga à la française, comme on l'a dit, mais avec un design un petit peu différent ou un design, on va dire, un peu plus franco-belge. Déjà, est-ce que tu considères qu'un design franco-belge peut être du manga avec, parce qu'on va donner la définition quand même tout à l'heure du Frenchy manga, est-ce que tu considères qu'un design, ça veut dire une tête un petit peu bien franco-belge au niveau, on va définir tout ça, mais est-ce que tu considères que quelqu'un qui dessine, on va dire, avec beaucoup d'imperfections et est-ce que tu considères ça déjà que c'est du manga ou du Frenchy manga? Je pense déjà, dans une première part, que n'importe quel style pourrait correspondre à du manga. C'est vrai qu'il y a surtout, en tout cas, la narration qui joue beaucoup, qui est assez différente, on va dire, que la BD franco-belge. Déjà parce que ça s'étale sur 200 pages, déjà, premièrement, et qu'on n'a pas du tout le même style de narration. La narration ressemble plus à quelque chose de plus lent, chose qu'on peut retrouver des fois dans les animés, les séries TV, où c'est plus long qu'un film. Et après, c'est vrai que n'importe quel style pourrait s'adapter. Bon, c'est vrai que quand c'est du noir et blanc, en général, le traité du trait est quand même, on demande quand même une précision quand même assez importante, parce que là, c'est vrai que contrairement à la BD, il n'y a pas trop de couleurs pour, on va dire, masquer certains défauts. Donc bien sûr. Bon, moi, je suis pas pour toi. Moi, je considère que un manga français, pour moi, ce n'est pas vraiment un style, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, pour moi, je vais être un petit peu méchant. Les gens qui considèrent un manga comme étant à la base un design, pour moi, ont complètement faux. On est bien d'accord. Je veux dire, à la base, un manga, c'est pas un design. À la base, pour moi, je veux dire, un design manga dans un format franco-belge, pour moi, c'est pas un manga. Mais bon, c'est vrai que certains, peut-être, pensent, oui, ça peut être un mix, mais bon, pas du tout un manga, en tout cas. C'est clair. C'est clair. À la base, la narration, le dynamisme, il y est pas, donc c'est pas... Ce que tu essaies de dire, c'est qu'une BD de 40 pages qui est directement ressortie, on va dire une BD avec vraiment des pages, on va dire, assez larges, ça veut dire que tu auras une narration complètement différente qu'un manga qui fait 200 pages avec des petites pages. Ça veut dire là où tiendrait, on va dire, dans une page en particulier, dans une planche, 3 ou 4 ou 5 cases, alors que la BD franco-belge, on peut en faire tenir une vingtaine, trentaine, assez facilement, une dizaine en tout cas, minimum. Disons que les scènes, elles sont assez rapides, assez courtes, alors que des scènes qui peuvent parfois apparaître, on va dire, simples, pas forcément, peut-être même pas forcément importantes, des fois ça dure, ça s'étale sur plusieurs pages dans le manga. Ça fait que on n'a pas forcément beaucoup d'informations dans le manga, alors que c'est vrai que dans la BD, du coup, on n'a peut-être pas le temps de voir le personnage qui est en train de courir dans une scène d'action, par exemple. On n'a pas... Alors que c'est vrai qu'en manga, on voit la décomposition, beaucoup plus la décomposition des mouvements, chose qu'on voit peut-être moins, par exemple, en BD. Oui. En tout cas, ce qui est plus important, ce qu'on peut dire au niveau du manga, ce qu'est un manga, c'est plutôt, déjà, premièrement, au niveau de la mise en page, au niveau de nombre de pages et au niveau du format. Ce qui est très important, c'est la base, on est bien d'accord. Et puis, également, chose extrêmement importante, c'est les cases, l'agencement, le dynamisme. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de cases. Bon, alors, bien sûr, c'est vrai qu'il faut justifier des fois le choix de certaines cases et tout, mais c'est vrai que des fois, il y a des cases, elles sont un petit peu coupées en diagonale, elles sont pas tout à fait droites. Après, il y a des personnages qui dépassent des cases. Il y a des fois des pleines pages, des fois des doubles pages. Parce que moi, j'entends souvent sur Internet des critiques au niveau du manga français, mais ça, on va en parler, c'est aussi un mal on va dire, du manga français, c'est que le français considère, pour moi, beaucoup de mangas qui sortent en France comme étant du non-manga.
Mais bon, après, il y a des choix justifiés, des choix non justifiés. Mais quand, par exemple, tu entends des critiques, pour moi, qui ne connaissent... Franchement, il faut dire la vérité, qui n'y connaissent pas grand-chose, parce que quand tu commences à considérer qu'un manga, ça doit ressembler trait pour trait, avec les traits, avec les images, etc., à Dragon Ball Z, à Dragon Ball, ou quoi que ce soit au niveau du design, moi, je me dis, ces gens-là n'ont pas bien compris quel était le sens du mot manga, ce que c'était un manga. Après, il y a des mangas comme Yamato, comme Kaiji, dont on va en parler tout à l'heure, comme Sensei, qui ont tous des designs différents. Pour moi, dire à une personne, voilà, ce que tu fais, ce n'est pas du manga. Certes, c'est pas du manga, mais le style y est. Le style est parce que, évidemment, tu es d'accord avec moi, Thomas, faire véritablement du vrai manga, faut aller au Japon. Oui. Faut y être. Avec des assistants japonais, etc., qui travaillent. Oui, on va dire ça. Bien sûr. Voilà. Mais qu'est-ce que tu en penses des gens qui considèrent comme manga, on va dire, hein, un style, mais un style particulier. Il y a des gens qui adorent Dragon Ball. Donc ils vont te dire, si ça ressemble pas à du Dragon Ball au niveau des traits à Akira Toriyama, ils vont te dire, ah non, mais ça c'est pas du manga, moi je le valide pas, en plus c'est fait par un Français. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de réaction que tu entends, mais que tu entends beaucoup quand même hein, en France? Si c'est vraiment ça, c'est vrai que je trouve ça dommage parce que c'est le type de personne qui risque de louper beaucoup de choses, donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Alors, il y a vraiment des styles différents, on l'avait dit précédemment. Il y a le style Dreamland, qui est un style pas mal, qui marche pas mal en ce moment. Puis il y a aussi un autre style, Maliki, hein, qui est un très bon style. Mais là, alors là, par contre, pour Maliki, on voit que le style est plutôt, on va dire, le livre est plutôt pas, on va dire, format manga, et plutôt format BD. Est-ce que là, tu considères que c'est un manga ou plutôt, enfin, Frenchy manga ou plutôt de la BD? Qu'est-ce que tu considères pour Maliki? Est-ce que c'est du manga ou du Frenchy manga, Comment tu considères Maliki, par exemple? Des fois, c'est vrai qu'on arrive à un stade où on se dit peut-être on s'en fout tant qu'on a tant qu'on a le bouquin, voilà. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut lire. Et puis c'est vrai qu'après, il y a des catégories qui sont peut-être un petit peu difficiles à caractériser. Alors là, tu m'as appris une chose tout à l'heure parce que tout à l'heure on parlait des prépublications. J'avais complètement oublié que Pika avait sorti un truc des prépublications. Là, tu m'apprends un truc là. Mais ça, comment ça s'appelait tu t'en souviens? C'était. Oh, c'est pas grave. Ouais, bon, j'imagine que. Mais parce que je m'en souvenais plus du tout que vous avez fait un truc de prépublication. Le titre, mais si je me souviens, bien sûr. Tu t'en souviens? Bien sûr. Ah, c'est comment ils avaient sorti Dreamland et... Ah, c'était sur ce magazine de prépublication. Oui. Ils sortaient tous les combien? 2 semaines, une semaine, mois, tous les mois? C'est une bonne question. Je sais plus si c'était pas toutes les 2 semaines, mais je me trompe peut-être. D'accord. Non, plutôt tous les 2 mois, mais je me souviens plus exactement. Tous les 2 mois. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que les magazines de prépublication ne marchaient pas tellement en France, parce que c'est pas parce que on a considéré en France, souvent, on a pris un petit peu, on n'a pas fait véritablement un vrai recrutement. Non, mais je pense que voilà, c'était bien de faire le test, c'est clair, il fallait faire le test. Après, voilà, on s'est rendu compte un peu plus, justement, je pense, que voilà, enfin, le lecteur manga est quand même différent quand même du lecteur japonais. Du lecteur BD franco-belge, évidemment. Il y a aussi quelque chose qui est assez symptomatique de ce qui se passe en France. Comme on l'avait dit, bon, c'est plutôt le jugement de valeur, etc. Je reviens sur le style qui est très, on va dire, très symptomatique de ce qui se passe en France. On considère, comme on se l'est dit, que le style ne fait pas. Attention, le style ne fait pas le manga, c'est plutôt l'agencement des cases, le dynamisme, le format des planches, enfin le format tout court, hein, le format et nombre de pages, etc. Ça, oui, c'est considéré comme étant vraiment du style, hein, je répète, du style, hein, style manga, comme le manhwa, comme du Frenchy manga, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire changer une mentalité qui est très très difficile en France en matière de manga, surtout que c'est déjà arrivé. Il y a eu des gens qui
s'y sont frottés au niveau du manga en France. Et puis, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est. Le résultat est pas très réjouissant au niveau du manga français. Il y a eu beaucoup de casse-gueule à ce niveau-là, non? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en mode recherche. Ça fait que c'est vraiment difficile, je pense aussi, de connaître tous les repères qu'il faut pour faire un manga et tout. Donc c'est vrai que d'un côté, ça pourrait paraître logique, parce que c'est vrai que vu qu'au Japon ils ont l'habitude de faire ça, du coup ça met pour la France en tout cas, peut-être pour les Français, peut-être plus de difficultés. Faut dire la vérité. Déjà, il faut dire à ceux qui nous écoutent comment ça marche au Japon. Au Japon, ça marche avec un auteur particulier qui fait le key art et le character design, qui fait également le storyboard, qui donne à 2 assistants, 3 assistants, voire 4 assistants des fois, les directives et également quelquefois l'auteur. Ça arrive fréquemment, mais des fois l'auteur peut faire l'ancrage également, il peut s'occuper de plusieurs choses, mais habituellement l'auteur au Japon fait le key art. Alors, est-ce que tu peux donner une définition pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est le key art? Le key art... Une définition, allez, comme ça. Ouais. On va pas chercher la définition exacte. Le key art, c'est juste un dessin promotionnel. Un premier jet en tout cas. Un premier jet qui va, on va dire, être considéré pour la suite. Hein, ça va être le. Après, c'est pas obligatoirement une page de couverture. Hein. Ça peut, mais c'est pas obligatoirement. C'est plutôt une page. En effet promotionnelle. Donc il y a évidemment le key art qui va servir au niveau du book pour l'éditeur. Et bon, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'au Japon. Ça donne une première vision en tout cas. Il faut savoir également que les assistants qui sont au Japon ont on va dire un talent, chacun des talents qui sont considérés comme étant parfaits. C'est-à-dire l'assistant au Japon, quand vous lui demandez, c'est ça, hein, c'est d'ancrer ou de crayonner, c'est parfait. C'est déjà le gars à la base, c'est un assistant. Après il y a le sensei. Sensei, c'est évidemment l'auteur tout court, hein, qui évidemment a fait ses preuves. Faut pas oublier que le sensei au Japon, il a été assistant. Il a fait des pages de couverture, il a fait ce genre de choses avant d'arriver là où il est arrivé en tant que sensei. Mais en France, on considère, hop là, on veut que tout le monde devienne sensei. Voilà, comme ça, sans assistant, etc. Est-ce que c'est une bonne mentalité en France que de considérer, on va dire, qu'une personne doit s'occuper du décor, de l'ancrage, du tramage, du key art, etc. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Ou est-ce qu'il faudrait mieux déléguer ce genre de choses et également prendre les meilleurs en tant qu'assistant? Qu'est-ce que tu en penses de cette vision des choses? C'est vrai que j'aurais tendance à dire aussi un petit peu me rappeler le fait que c'est vrai que déjà au Japon, c'est vrai qu'il y a toute une structure déjà de fait. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'en France, du coup, faudrait en tout cas s'imaginer qu'il y ait un autre type de structure, mais c'est vrai qu'il y a toujours, à mon avis, il y a toujours beaucoup de points d'interrogation. Ça fait que je pense que... Quel genre de points d'interrogation? Des points d'interrogation sur comment faire pour gagner le plus de temps possible sur une planche, par exemple. Quels sont les différents raccourcis. Bien sûr, ça c'est un vrai problème pour les mangas français, c'est la lenteur. C'est la lenteur et l'efficacité aussi. L'efficacité, parce que évidemment, on peut pas en vouloir à certains auteurs. On peut pas faire autrement quand l'auteur travaille tout seul et que pour sortir un tome entier, il est obligé. Ça, c'est un vrai problème également. Il faut le souligner parce que le lecteur peut-être n'a pas le temps d'attendre, on va dire, un an. Il y en a certains que c'est 1 an et demi, 2 ans même, au niveau de certains tomes, pour la suite de l'histoire qu'il veut juste de lire précédemment. C'est un petit peu beaucoup. Puis c'est vrai que faut aussi faire attention aussi, parce que c'est vrai qu'au Japon, par exemple, les personnages et tout, ils ont tendance, bien sûr, à bien ressembler d'une case à une autre. Mais je pense qu'au début, ils commencent à faire ce qu'on peut appeler le model sheet, c'est-à-dire faire le personnage sous différentes expressions pour mieux le connaître. Bien sûr. Le problème, c'est que si on commence à démarrer un chapitre alors qu'on connaît pas du tout les personnages, on connaît un peu au fur et à mesure comment ils sont. Du coup, ça va peut-être entraîner la conséquence que les personnages vont pas trop se ressembler.
c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai qu'il y a certaines fois où lorsqu'on lit, on va dire, certains mangas, Frenchy manga, hein, je répète, il y a des fois vraiment, on sent que les personnages, on a la forte impression, je sais pas, parce que toi, évidemment, tu es là-dedans, en tant que professionnel, tu pourras me répondre. Mais franchement, je veux pas dire de nom, je veux pas du tout dire de nom, mais il y a certains personnages, quand on lit sur des Frenchy manga, quand on lit, on n'est pas sûr que l'auteur puisse avoir le tenant et l'aboutissant de ce personnage. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu du freestyle. Voilà. Bon, après, bien sûr, il peut y avoir des justifications en fonction du type de l'histoire, bien sûr. Mais bon. Mais bon, franchement. Après, bien sûr, ça, c'est que des règles. Je veux dire, faire un modèle sheet, je veux dire, après, bon, quand l'auteur il connaît vraiment bien ses personnages, il n'a pas besoin de faire ça, bien sûr. C'est juste on va dire peut-être des règles qui sont intéressantes lorsqu'on est jeune auteur, en tout cas, je pense. Oui, ça, on va parler évidemment on va dire des conseils qu'on pourrait donner aux jeunes auteurs, enfin plus qu'aux jeunes auteurs, on va dire aux gens qui voudraient vraiment se lancer là-dedans. Je pense qu'après il y a plusieurs types de méthodes de travail différentes pour chacun. On dira dans les prochaines vidéos, on donnera quelques tutoriels et quelques petits clins d'œil pour que évidemment pour donner évidemment de certaines manipulations pour pouvoir bien ancrer, dessiner ce genre de choses. Déjà, ce qui est important au niveau du Frenchy manga, du manga français, c'est vrai que il y a véritablement déjà, pourquoi est-ce que on est dans une situation, on va dire, assez molle comparé au manhwa. Évidemment, c'est évidemment le talent, évidemment, comme tu l'as dit, la façon dont les éditeurs mettent en place une infrastructure pour trouver les meilleurs, ça c'est vrai. Mais ce qui est également intéressant à savoir, c'est au niveau de l'histoire. Est-ce qu'il faut une originalité? Parce que pas mal de gens font on va dire des mangas français, des Frenchy mangas, on va dire font des trucs ou gothiques ou rétro-futuristes. Évidemment, je pense que pour élémentaire, parce que bon, élémentaire, ce que tu avais fait il y a quelques mois, ce que tu as fait il y a quelques mois, c'était, on va dire plutôt rétro-futuriste. Mais est-ce qu'il faudrait pas aller dans le plus original possible? Ça veut dire vraiment dans quelque chose dont ça n'a jamais été fait en France, et dont l'éditeur se dirait, tiens, pourquoi ne ferait-on pas ça? Ça n'a jamais été fait, et qui est véritablement, on va dire, un booster pour que l'éditeur puisse se dire, et les spectateurs, enfin, excuse-moi, et les lecteurs puissent aller lire. Oui, mais enfin, moi je dirais, bon, c'est vrai que je pense, oui, voilà, il peut y avoir en effet des scénarios intéressants, ce genre de choses, mais bon, après, ce que je repense, c'est que souvent les scénarios, en prenant du recul, c'est un peu souvent les mêmes. Après, moi je pense que le plus important, c'est pas seulement se focaliser au niveau du scénario, c'est plutôt au niveau de la narration, comment on va raconter les choses. C'est plutôt ça qui va faire la grande importance, parce que bon, le scénario, on peut pas réinventer non plus tout le monde. Là, on va peut-être réinventer le monde, c'est au niveau de la narration. Ce que tu essaies de dire, c'est qu'en France, on a un réel problème au niveau de la narration. Ça, tu le confirmes? La narration, on a un réel problème dessus. On n'arrive pas à faire de la narration là-dessus. Il faut que la narration, on puisse faire en sorte que les personnages, on puisse s'attacher, et que voilà, que ça nous fasse rêver, ou que voilà. Bien sûr. Si le personnage, on le voit et qu'il ne parle pas, c'est clair que c'est un peu dur pour suivre l'histoire. Mais bon. Je pense que la narration est importante, par exemple, pour introduire un personnage. Je veux dire, connaître peut-être un petit peu ses détails au niveau de sa personnalité. Je veux dire, ses différentes expressions, comment il réagit face à des situations, on va dire un petit peu, je sais rien, peut-être des situations particulières. Bon, je vais parler en tant que moi, Walid, en tant que lecteur normal de Frenchy manga qui lit un manga français qu'il a entre les mains. Mais c'est vrai que lorsque tu as face à toi, que tu lis, on va dire un manga français, et que le personnage du jour au lendemain change, on va dire, de mentalité, de personnalité, voire à une personnalité, on va dire, assez faible, c'est vrai que ça te donne pas tellement à lire ce genre de choses. Il n'y a pas véritablement la surprise. Ça, c'est très important, la surprise de savoir ce qu'il y a après. Il y a beaucoup de mangas français où tu n'es
plus étonné, comme le manga. Enfin, moi, le problème, c'est que on essaie de se on essaie de se copier, de se calquer au manga japonais au niveau du scénario, au niveau des scènes, mais il faut pas oublier qu'au Japon, déjà, ils ont une infrastructure de fou. Niveau commercial, quand un manga sort, alors là, on le voit dans tout Tokyo, ce genre de choses, c'est des pubs de tarés. Et en France, il faut, pour moi, hein, au niveau du manga français, arriver à une sorte d'originalité qui n'a jamais été fait, ou véritablement oui, l'originalité, c'est déjà énorme, l'originalité, avec une narration qui fait vraiment envie. Mais c'est vrai que je pense pas qu'il y ait une originalité tout le temps à 100%. C'est là où il faut trouver le juste milieu, parce que je pense pas qu'on puisse réinventer le monde. Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait une petite touche d'originalité, mais c'est ça qui est difficile, parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait rien. Il faut qu'il y ait une petite touche qui soit personnelle et qui fait que voilà, que c'est différent des autres, et puis voilà, enfin, on arrive à retranscrire un peu son âme, ou voilà, quelque chose de personnel. Franchement, quand tu vois certains... Et après, c'est vrai qu'il faut pas non plus que, voilà, que ce soit des copier-coller de personnages qu'on a déjà vus. Ah, voilà. Ça, c'est un réel problème, ça. Ça, c'est un réel problème. Les copier-coller... Non, je pense que c'est même un réel problème pour l'auteur. C'est qu'après, au bout d'un moment, je pense que l'auteur inconsciemment se rend compte que le personnage qu'il est en train de dessiner, c'est complètement ennuyeux. Parce que ça n'intéresse pas lui-même, je pense. Moi, je peux dire deux choses qui complètement... c'est vrai ce que tu dis, mais d'un côté, également, je te rejoins, mais je te rejoins un petit peu moins. C'est vrai ce que tu dis, totalement vrai. Mais également, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que même si l'auteur, on va dire, cherche une véritable originalité, parce qu'il est français, et vraiment parce qu'il est français, les critiques vont dire, ah ben tiens, celui-là il ressemble au gars de GTO, tiens, ce gars-là il ressemble à Naruto, tiens, ce gars-là il ressemble à machin. Alors que l'auteur a vraiment essayé de chercher une originalité. On peut toujours, quand c'est un mangaka français, on peut toujours dire que moi c'est ça qui m'énerve le plus, ah ben tiens, telle personne, on croit toujours que... Alors j'imagine c'est faux, hein, puisque tu vas me le confirmer. On se dit, enfin les gens disent, enfin lisent, les lecteurs, etc. disent, ah ben tiens, ce personnage ressemble à ci, ce personnage ressemble à ça, c'est du copier-coller, c'est n'importe... Alors que j'imagine que c'est pas le cas pour les mangaka français. Ils essaient vraiment de trouver l'originalité, s'il y a vraiment originalité. Oui. Bah après c'est vrai que malheureusement c'est vrai que ça dépend des fois du moment, ou ça dépend du contexte. De comment peut-être ce manga français a été montré, et qui fait que malheureusement des fois, alors, c'est pas forcément, des fois ça ne dépend pas forcément du talent de l'auteur. C'est vrai que justement, on va parler du talent de l'auteur, on va parler de ce qui se passe au niveau du recrutement en France. On l'a compris, hein, évidemment, il faut véritablement, la prépublication n'a pas marché, ce qui fait que les gens n'ont pas adhéré à certains styles. Moi, de mon point de vue à moi, vraiment, il y a des gens qui ont un vrai talent, oui. Un talent indéniable. Je sais plus celui qui a... Tiens, je vais te poser la question. Celui qui faisait un manga qui, à l'époque, ça sortait sur Kokoro Circus, sur le football. Je sais pas si tu connais son nom. Ah, le manga 100% gratuit est très... Ouais, très. Alors franchement, si on peut donner un conseil aux gens qui nous écoutent, c'est un très très bon manga. C'est un manga sur le football qui, hélas, n'a pas trouvé d'éditeur, a eu certains soucis pour être édité. Maintenant, c'est l'autopublication. Je crois qu'il s'auto-édite directement. Ouais. C'est vrai que graphiquement, c'est assez propre. C'est propre. Et comment ça se fait que ce type, on va dire, bon, on va revenir sur les prépublications, sur le système de recrutement, etc. Mais comment ça se fait que ce type, on va dire, de dessin, auquel c'est propre, etc., a du mal véritablement, je ne sais pas, à trouver un éditeur ou à trouver un public? Le public excuse-moi. C'est le public puisque on l'a lu, etc. C'est plutôt l'éditeur. Pourquoi est-ce que, on va privilégier certains... Parce que le problème, c'est que l'éditeur, il a tendance des fois aussi à faire des commandes, donc ça fait que certaines commandes peuvent plaire, des fois d'autres commandes peuvent moins plaire aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut quand même trouver le juste milieu. Je pense que si on veut faire un projet avec un éditeur, il faut que l'auteur il soit motivé un minimum. Je veux dire, si on travaille sur un projet, on n'est pas motivé, au final, on va faire une catastrophe, je pense. Donc c'est... Ce que tu essaies de dire, c'est que certains ont un talent indéniable au niveau manga, etc. On peut les trouver
retrouver hein, dans comment ça s'appelle le site où on trouve plein de dessins amateurs, etc. Oh là là, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? DeviantArt. DeviantArt, voilà. Sur DeviantArt, il y a énormément de Français qui ont du talent. C'est vrai que quand on le voit au niveau des illustrations, c'est assez étonnant. C'est même extrêmement impressionnant. Mais c'est vrai que le plus important, et ça on le répète, hein, je crois que tu serais d'accord avec moi. Je ne sais pas. Le plus important, ce n'est pas l'illustration, c'est la façon de faire une planche. Il faudrait plutôt Après, ça dépend le métier qu'on veut faire. C'est sûr, s'il y en a qui veulent faire illustrateur. C'est complètement différent, on va dire que. Ah voilà, déjà on va essayer. La BD ou du manga, ça c'est sûr. On va essayer de partager les deux sens. C'est vrai que illustrateur, ce n'est pas mangaka. Je pense que c'est vrai que c'est plus rentable d'être illustrateur. C'est vrai. Après, pour faire de la BD, c'est pas pareil. C'est clair. BD ou manga, c'est pas pareil. Ah oui. Mais c'est vrai que. Au fait, hein, j'ai retrouvé le nom du manga 100% gratuit, Headtrick. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, Headtrick. Ouais, j'ai complètement oublié, 1000 excuses. C'est Headtrick qui est un super manga et bon, pas édité, mais auto-édité sur leur site. Si, oui. Puis, en plus, ça va, l'édition est assez propre, donc c'est bien. C'est assez pas mal. Je reviens sur DeviantArt. C'est vrai qu'il y a deux différences, ça tu l'as dit précédemment, entre devenir illustrateur ou devenir quelqu'un qui fait du manga. Donc il faudrait mettre dans la tête des gens une fois pour toutes que si quelqu'un veut devenir illustrateur, qu'il y va à 100%, mais si quelqu'un veut faire du manga, il va à 100%. Mais c'est pas possible on peut faire les deux, mais les deux ne se ressemblent pas, on est d'accord. Enfin, c'est deux choses différentes. Oui. J'aurais même tendance à dire, voilà, c'est comme si on voulait faire presque deux métiers différents. Voilà, si on veut être, je sais rien, peut-être dessinateur et musicien en même temps, c'est peut-être un peu plus difficile. Oui, parce que on est évidemment d'accord c'est pas le même style comment ça s'appelle, d'organisation ou de vision, on va dire. Alors, on répète ce que illustrateur, c'est quelqu'un qui fait que dessiner. Un dessin, mais vraiment un dessin simple. Il faut savoir déjà une grande différence, c'est que déjà au niveau des planches, que ce soit pour un manga ou pour une BD, déjà il y a un délai qui est imposé en général. Donc ce délai, il faut bien sûr le respecter, hein, parce que sinon. Et ce délai est assez court habituellement. Ça dépend. Je veux dire, le délai entre la BD et le manga est variable. Donc, vu que forcément, vu que le manga contient plus de pages, et que ça correspond à un volume, forcément, ce sera plus rapide. Puis, faut pas oublier, le manga, à la base, c'est noir et blanc. Hein. C'est noir et blanc, oui. C'est pour ça que les délais sont courts, et c'est pour ça également qu'il y a très peu de pauses entre 2 chapitres ou 3 chapitres au niveau du manga en question. C'est assez, on est bien d'accord, c'est assez rapide. Oui, c'est très rapide, et c'est pour ça que... Vu qu'il y a beaucoup de pages en fait dans un manga, ça fait que c'est obligé de le produire plus rapidement que pour une BD. Finalement. Évidemment. Alors on va arriver sur autre chose parce qu'on a parlé de quelqu'un qui est illustrateur, qui fait on va dire un personnage ou deux personnages en couleur ou noir et blanc, qui est illustrateur, que quelqu'un qui fait, on va dire, qui agence, parce que c'est vrai que c'est deux choses différentes entre agencer des cases, faire une narration avec des cases dynamiques qui fait en sorte que ça se marie bien au travers d'un chapitre, alors qu'une page, en étant illustrateur, complètement différent. On peut gagner sa vie dans les deux ou pas? La grande question, est-ce qu'un jeune auteur qui nous écoute, est-ce qu'il peut devenir illustrateur? Qu'est-ce que tu conseillerais, voilà, à un jeune auteur qui veut continuer dans le métier, qui veut commencer dans le métier, qui veut aller dans tout ce qui est, on va dire, dessin. Disons qu'il existe des métiers qui sont pas un peu plus risqués que d'autres, mais bon, c'est vrai que si on veut devenir auteur, au début, peut-être qu'il faut accepter le fait qu'on est quand même moins payé en général qu'en étant illustrateur. Mais bon, après, il faut quand même se rassurer en se disant que petit à petit, ça va augmenter, qu'une fois que l'éditeur nous a fait confiance et tout, c'est déjà une très bonne chose. Et du coup, en évoluant après finalement. Donc, l'éditeur et le public. Hein, faut pas oublier le public. Oui, bien sûr, le public aussi. Et le public mais bon, je veux dire déjà, même si on est édité et qu'on a fait quand même un travail sérieux,
ça donnera quand même une très très bonne carte de visite. Évidemment. Bon, je fais juste un petit résumé sur ta carte de visite à toi. Tu as fait élémentaire ton premier, je crois première édition, ça a été le manuel du mangaka volume 2. Oui. Hein, je crois que tu l'avais fait en collaboration avec Soge, c'est ça, d'Eurasium, de l'école Eurasium. Exactement. Donc tu es originaire directement de l'école Eurasium. Tu avais fait un cursus déjà, premièrement, à Niçois de base, il ne faut pas l'oublier. Puis tu étais parti directement à l'école Eurasium. Est-ce que lorsque tu es parti dans cette école-là, l'école Eurasium, est-ce que ça t'a donné les bases ou qu'est-ce que t'a apporté l'école Eurasium, l'Eurasium qui est une école au niveau des autres, enfin pas que des auteurs, mais tout ce qui est aussi management, etc. Enfin, c'est vraiment diversifié. Qu'est-ce que t'a apporté cette école Eurasium? Ben, elle m'a apporté, on va dire, peut-être certaines notions de la réalité. Elle m'a apporté des cours qui étaient vraiment intéressants. Ouais, parce que et surtout, on va dire des contacts. Juste petite information, je le répète, Eurasium, c'est peut devenir, on peut faire un cursus Japanese and Chinese Management pour devenir manager, consultant ou responsable import-export dans l'Asie, principalement à la Chine. Et également, il y a un cursus Eurasium Japanese Art and Communication qui est dessinateur de manga, cadre de l'édition ou culturel, publicitaire ou graphiste. Donc évidemment, il y a des cours très approfondis de dessinateur de manga. Quand tu y es parti, tu savais exactement ce que tu allais prendre au niveau des cours. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, moi je veux devenir ça, je veux faire ça, et que tu savais exactement où tu allais aller avec Eurasium, ou pas trop? Non, c'était un peu une découverte en même temps. Je veux dire, on peut pas non plus savoir tout. Il y a des choses forcément qu'on va découvrir lorsqu'on y est. Donc, Alors ça c'est important de le dire. C'est vrai que beaucoup croient qu'au niveau des écoles, c'est main dans la main, on prend l'élève main dans la main et carrément la personne. Enfin, on croit trop que c'est un petit peu ça au niveau des écoles et qu'on va l'amener. Je pense que non, c'est certain. Je veux dire que ça soit une école, de toutes les manières, il faut avoir une motivation de base. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait une école qui existe. Je sais pas s'il y en existe une dans le monde qui apprenne ce que c'est la motivation. Ah non, ça c'est sûr. Donc, ça c'est vrai que c'est un réel problème parce qu'on va en parler tout à l'heure de la motivation. Donc, après, oui, c'est certain. Je veux dire, il peut y avoir dans une école des cours qui soient moins bons. Ça fait que ça peut moins intéresser, certes, mais je veux dire, si la personne à la base est pas motivée, enfin, ou est très peu motivée et attend de se faire motiver, ou d'avoir des cours qui vont entraîner de la motivation, voilà. Il faut dire une chose, c'est que c'est dans n'importe quelle école. Ça, il faut dire véritablement ce qu'il en est. C'est dans n'importe quelle école où. Puis, voilà, enfin, je pense que de toutes les manières, il y a des cours qui peuvent être un peu plus pédagogiques que d'autres. Mais après, il y a quand même la réalité du travail après. Donc. Ah oui, le travail. Il faut quand même avoir un minimum d'autonomie. Je veux dire, si. Je veux dire. Faut pas, du mal à concevoir d'aller voir un éditeur et que dans les poches. Voilà, et que je veux dire que ce soit lui qui pense pour l'auteur, c'est pas possible. Je veux dire, il va pas dire c'est ça et je veux dire limite je te fais tout ton travail et je t'édite. Il va pas dire ça. C'est pas possible. Donc ce que tu conseilles, il va plutôt attendre, il va plutôt avoir une attente, je pense, pour être séduit, mais sans pour autant parce que voilà, enfin je veux dire, l'éditeur c'est pas aussi forcément il attend d'être séduit, je pense, l'éditeur. Il attend d'être séduit, il attend évidemment parce que c'est un chef d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'un éditeur chez un chef d'entreprise, et déjà à la base, l'éditeur, il pense pour sa pomme, il pense pour la pomme de son entreprise. Il va pas, ce n'est pas ça, il y en a beaucoup qui l'ont oublié en France. L'éditeur, ce n'est pas un assistant social. Il n'est pas là, je crois qu'on est d'accord, pour prendre des gens comme ça, parce que c'est le copain de ci, c'est le copain de ça, pas du tout. Non, et puis il faut pas oublier, voilà, bon, s'imaginer, oui, que l'éditeur a quand même beaucoup de travail, donc après. Énormément de travail, j'imagine. Après, c'est vrai qu'il peut pas non plus s'occuper de tout le monde, je veux dire, après, bon, c'est. Donc,
juste pour y revenir au niveau de l'Eurasium, c'est vrai que Eurasium, c'est une excellente école dont tu as appris, on va dire, la réalité du terrain. J'imagine que beaucoup de gens ne savent pas faire un book. Est-ce que tu peux donner qu'est-ce qu'un book qu'il faut obligatoirement, évidemment, montrer, c'est bien, pas obligatoirement, mais c'est très très bien de le montrer chez un éditeur. Est-ce que tu peux donner la définition d'un book et que mettre dans un book quand tu vas voir un éditeur? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, pardon. Une définition. Bah, disons que des fois c'est un petit peu variable, des fois au niveau des books. Ah, donc ça dépend de l'auteur ou ça dépend de ce que tu veux faire. Ça peut être variable. Après, c'est vrai que c'est bien de montrer quelques illustrations. Quelques planches, mais pas beaucoup non plus, parce que bon, plus on va montrer de planches, plus après, si on fait des erreurs, plus l'éditeur a plutôt tendance à voir les erreurs qu'autre chose. Donc du coup, mieux vaut pas trop montrer, un petit peu, mais pas trop montrer. Et aussi, si possible, peut-être de montrer aussi un panel de styles différents. De styles différents, en effet. Un panel de styles différents. Mais bon, après, ça dépend. Je veux dire, quand c'est un book, c'est mieux de mettre les meilleures choses. On dit. Beaucoup. Et je vais répéter le beaucoup parce que c'est indispensable. Beaucoup de gens qui s'inspirent du manga français, du manga en général, se trompent pour moi lourdement en restant cantonnés à un style. Alors ça, c'est horrible. Les gens qui restent cantonnés à un style. Et en plus, alors le style, je veux pas être méchant. Il y en a beaucoup quand tu le vois sur DeviantArt et qui restent cantonnés sur ce style-là. Tu te dis en plus qu'ils copient sur, je ne sais pas, Peacemaker Korogane. J'en ai vu, je dirais pas le nom. Moi, je vois quelqu'un de DeviantArt qui fait du Peacemaker Korogane, il fait beaucoup de samouraï, etc. Mais ça se sent que c'est vraiment du copier, mais c'est pas du coller. Ce qui fait que au lieu de faire son propre style, ça c'est très important. On est d'accord. Ce qu'on pourrait conseiller aux jeunes auteurs, faites votre propre style, pas obligé de faire un style de votre auteur favori. On est d'accord un petit peu. Oui, mais c'est vrai que des fois, peut-être à un certain moment, c'est plus difficile de réfléchir et tout. C'est vrai que moi, à la base, je dis pas que j'étais braqué tout avant, mais c'est vrai qu'à la base, j'avais plutôt un style particulier. Et petit à petit, c'est comme ça que je me suis rendu compte en allant voir... d'après certains conseils de différentes personnes, d'éditeurs aussi, j'ai dit ouais, mais peut-être plonger vers d'autres styles, ça peut être intéressant finalement. Ça montre en même temps une ouverture d'esprit envers l'éditeur. On peut dire que tu avais plutôt un style conventionnel à la base. Conventionnel, shoujo shonen. Tu étais plutôt parti. Oui, parce qu'à la base, c'est vrai qu'on a tendance à penser. On veut faire ce manga, on veut faire ce type de manga avec ce type de graphisme, il n'y a que ça qui peut nous motiver, on pense comme ça. Et après, on se rend compte quand on va voir l'éditeur, on se mange un putain de poids, parce que je veux dire, le style, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Je veux dire, même si le dessin il est maîtrisé, ça ne peut pas forcément intéresser tout le monde. Alors que si on montre un panel de styles, statistiquement, il y a plus de chances que ça fonctionne qu'avec un seul style. C'est exact. Et ça, pour moi, c'est la grande erreur des nouveaux auteurs ou des gens qui, pour moi, vraiment, c'est vrai que c'est plus intéressant quelqu'un qui va avoir plusieurs styles particuliers. Évidemment, ça c'est le rôle. Oui, plusieurs styles à soi, bien sûr, ça c'est certain. Plusieurs styles évidemment à soi. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas facile et tout, mais bon, je pense des fois, voilà, faut se lancer, faut se dire, ah ouais, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ce style-là, un petit peu différent. Pour les mauvaises langues, il faut en faire rappeler ce qui se passe au Japon. Au Japon, avant de devenir sensei, la personne est évidemment étudiant et assistant, ou n'est pas étudiant mais assistant. Il est obligé de faire plusieurs styles parce qu'il est engagé directement par l'éditeur qui est au Japon, qui c'est pas obligé, hein, par contre tout ça, ce n'est pas obligé qu'il est directement auprès de l'éditeur, mais il est salarié auprès de l'éditeur qui le fait amener à plusieurs, on va dire, à plusieurs auteurs qu'il fait travailler. Et on est d'accord, l'assistant au Japon est obligé évidemment de se calquer sur le style de l'auteur. Oui, c'est certain, parce qu'on peut pas concevoir qu'une page ou une autre, on retrouve deux têtes où le personnage il a d'abord 17 ans et après il a 35 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un réel problème. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est un vrai problème parce que c'est inimaginable en France, ça. De dire à quelqu'un,
excuse-moi, mais tu n'as pas le même style que l'auteur, etc. Il faut que tu fasses le style réellement de l'auteur. Je suis pas sûr, et ça, c'est plutôt une véritable. On va parler de la mentalité qu'il y a en France, et évidemment de cette motivation dont tu parlais auparavant. Mais c'est un réel problème, ça, de dire à un auteur français, s'il veut devenir vraiment quelqu'un, bah, il faut que tu sois exactement au même style que l'auteur. C'est un vrai blocage. L'assistant ou quoi que ce soit en France, ou ces gens-là, bah, il y a un vrai blocage déjà à la base. C'est-à-dire ils ne veulent pas, ils veulent leur propre style. Parce que le problème, c'est que je pense qu'ils pensent à la base que s'ils reprennent un style qui est déjà existant, ils vont se sentir frustrés dans un premier temps, qu'ils puissent pas s'exprimer eux-mêmes. Le problème, c'est que je pense qu'ils devraient essayer de voir plus loin, c'est-à-dire que si jamais je suis assistant à tel moment, que je puisse avoir profité, on va dire, j'en sais rien, de ce projet-là pour justement s'épanouir l'auteur, justement, évidemment, s'épanouir et largement bénéfique pour lui. Bien sûr. Au final, il pourra faire son style et voilà, il aura plus de chances, en tout cas, d'avoir de la notoriété grâce à ça, je pense. Hein. Alors moi, je le dis au niveau de mon expérience personnelle, ce que j'ai pu voir exactement dans ce milieu, également, ça c'est un vrai mal en France, et ça je parle pas que du manga, je parle également organisation de festivals, etc. C'est ce qu'on appelle la motivation. Alors, c'est un vrai problème, c'est que les gens ne sont pas motivés. Alors, pour ouvrir, on va dire, la boîte à blabla, on va dire, il y a du monde, hein, oui, je peux faire ci, je peux faire ça, je rêve de devenir mangaka, mais lorsqu'il y a un éditeur qui vient, ou lorsqu'il y a des gens qui viennent et disent, bon ben très bien, je te donne ta chance, il faut faire 30 pages pour X temps, ou 60 pages pour X temps, là il n'y a plus personne. Pour moi, c'est un réel problème, ça, au niveau en France. La mentalité à faire, on va dire, de faire des sacrifices, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Faire des sacrifices, de faire telle ou telle planche, de faire telle Parce que page. le problème, c'est qu'on a une mauvaise vision de départ. C'est-à-dire qu'on pense que quand on est auteur, que tout va être magique, tout va être bien tous les jours, qu'on va s'éclater tous les jours à faire du dessin. Mais bon, il arrive à des moments que, voilà, une planche, on est devant, on n'a pas envie de la faire, c'est saoulant, et voilà, ça arrive. Et la question va être, alors, si à ce moment-là, cette planche qui est saoulante, qu'on n'a pas envie de faire, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous répondez à cette question, ça voudra dire si vous pouvez devenir auteur ou pas. Ça, c'est une vraie question que tu es en train de poser. C'est vrai que je me suis jamais posé. En gros, c'est de dire, c'est vrai que ça, c'est très important. Bah, il faut se poser la question, chez jeunes auteurs, s'il y en a certains qui nous écoutent, etc. Bah, jeunes auteurs, si vous avez une planche et qui ne vous plaît pas, et qu'il faut le faire, est-ce que vous le ferez? Oui, et surtout, si à la base on a des difficultés et ça devient saoulant, est-ce que... Ah oui. Est-ce que vous pouvez continuer malgré ça, je veux dire, voilà, enfin... Mais moi je parle déjà... Je comprends, hein, je veux dire, ça fait forcément plaisir quand on fait un dessin qui nous plaît au final et que, voilà, on s'imagine des trucs magiques avec ça, je veux dire, c'est vrai que c'est bien, mais bon, c'est pas comme ça tous les jours ou tout le temps, donc... Loin de là. Et puis, quand on a un mal de tête, quand on est malade et tout, qu'est-ce qu'on fait, voilà, enfin... Puis c'est un réel problème, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est également beaucoup de paperasse administrative, l'AGSA, Maison des artistes, hein, et t'en sais quelque chose, c'est également des paperasses de tout ce qui est cotisation sociale, etc. Parce que quand vous êtes auteur, ben, vous avez plus de paperasse, plus de factures à sortir et plus de justificatifs. On n'essaie pas évidemment de décourager les gens, mais il faut dire la vérité, la réalité. Ça veut dire oui, et puis après, c'est certain que, par exemple, si on fait une bonne petite soirée, j'en sais rien, jusqu'à 3h du matin, et si, admettons, le lendemain, voilà, on commence à 8h, est-ce que ce sera possible, voilà, de produire, je veux dire, parce que bon, c'est vrai qu'à des moments, il faut quand même trouver le temps pour s'amuser, donc ça c'est certain, mais est-ce que, justement, après, une fois qu'on est bien fatigué, est-ce qu'on peut se sentir toujours aussi capable de dessiner? Alors, tout en ayant un niveau qui nous satisfait. Oui, il faut dire également ce qui se passe au Japon, parce que on va dire, c'est pas une majorité, mais c'est
c'est quelque chose qui se passe de manière très fréquente. Au Japon, ils commencent à travailler, on va dire, dans les coups de 15h à 16h, et finissent à 3h, 4h du matin. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne veulent pas, au niveau des, ce que disent les mangaka au Japon, beaucoup, les assistants, etc., travaillent vers cette heure-ci pour, évidemment, ne pas avoir l'envie d'aller sortir. Il y a beaucoup, ça c'est vrai, hein, il y en a beaucoup qui travaillent la nuit pour pas avoir l'envie d'aller sortir, parce qu'évidemment, bon, jour et la nuit, c'est différent. Non, mais je comprends. Je veux dire, il y a des moments où il faut quand même essayer quand même de trouver des moments où Juste milieu. être plus, voilà, un juste milieu où on peut à des moments s'éclater, parce que sinon c'est vrai, après, au bout d'un moment on pète un câble. Ça, c'est certain. Après, par contre, la question, est-ce qu'on va assumer le moment où, le lendemain, il faut bosser. Donc, voilà. Oui, comme un travail ordinaire d'ailleurs, hein, on peut le dire. Parce qu'il faut pas oublier que le travail ordinaire, c'est exactement ça. On commence à 9h, on finit à 18h, on rentre chez soi, c'est exactement la même chose. Mais ça dépend des fois, hein, c'est variable. Ça peut finir comme ça, des fois on peut finir plus tard aussi. On peut finir plus tard, et il faut pas avoir peur de finir plus tard. Oui, il faut. Bon, bien sûr, faut faire attention à sa santé, bien sûr, certes, mais c'est vrai que, voilà, enfin, faut s'imposer des objectifs, des délais, et puis c'est vrai que le mieux c'est d'essayer de les respecter, parce que sinon c'est vite le chaos. C'est vite le chaos. Alors, juste pour également continuer, parce qu'on parlait de motivation, bon nombre, et ça je le vois autour de moi, bon nombre c'est j'allume la console, je joue à Final Fantasy, je fais 18 heures, et finalement j'avance pas, et finalement je fais rien, et finalement il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est pas un réel problème? Parce qu'en France, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui, on va dire, associent l'image d'être mangaka comme le gars, entre 8h et 20h du soir, je peux jouer, hein, et puis pendant une heure, je fais un quart de planche, et puis le lendemain, je peux jouer encore une fois. Est-ce que c'est pas un réel problème? Est-ce qu'il faut pas faire redescendre les gens sur Terre en disant, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, qui croient que le manga, on peut jouer, et pendant X temps, pendant une journée, presque la moitié ou les 3/4 de la journée, et de manière subsidiaire, je peux dessiner, mais vraiment pendant une heure. Hein. Faut pas qu'on me casse la tête. Hein. Est-ce que c'est pas un réel problème, ça, au niveau de cette mentalité? Moi, je pense que, voilà, une fois qu'on part sur certaines... qu'on part sur le fait de devenir auteur, ça impose aussi certaines contraintes. Donc après, moi je pense qu'il faut assumer, je veux dire. Sinon, parce qu'évidemment, il faut assumer devant le public. Assumer, être réaliste. Et voilà, enfin, après, et voilà, je veux dire, faire des choix. Il faut être réaliste également. C'est que. Faut choisir, je veux dire. Devant l'éditeur, quand vous allez montrer le boulot, là, ça rigole pas. On est d'accord. C'est fini la rigolade. Quand vous êtes devant l'éditeur, ou même à la base, si vous n'êtes pas édité, quand on voit qu'il y a très peu de travail... Déjà, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont un peu frileux aussi, des auteurs, parce qu'ils savent pas, au niveau des délais, combien de temps ils vont mettre. Voilà. Donc c'est vrai que si faut mettre à leur place, je veux dire, s'ils signent un contrat, et que, je sais rien, il a 30 pages tous les 4 mois au lieu de tous les mois, ça risque de poser un problème. Donc, et ça c'est vrai que également la qualité s'en ressent lorsqu'on fait des choses à côté. Mais moi je dis ça parce que moi j'en vois de plus en plus, c'est un réel mal où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent mangaka, mais il faut différencier le travail. Parce que c'est vrai que c'est lié aussi à c'est une motivation qui est liée avec la longueur. Donc c'est difficile aussi un peu évoluer, mais c'est vrai que c'est problématique parce que le problème c'est que même si on fait des délais super géniaux, je sais rien, on fait, admettons, on va faire 60 pages par mois. Oui. Dire oui, c'est génial et tout. Pour une personne, le délai, c'est vraiment ça. Pas mal. Si admettons, le délai, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est bien de faire 60 pages dans le mois, mais après, il y a un autre mois qui continue, et il faut repartir à zéro. C'est-à-dire qu'il faut encore refaire 60 pages, encore refaire 60 pages. Bon, je dis pas, c'est peut-être un petit peu fort, je veux dire, mais bon, si admettons, voilà, le rythme c'est 30 pages, je veux dire, il faut faire tout le temps. C'est une boucle. Les gens. Voilà. Et là, on parle, mais être mangaka au Japon,
c'est pas avoir de vie sociale. C'est très dur. Les mangaka au Japon, moi je te le dis, c'est très dur. C'est pas de vie sociale, très peu de vie sociale, etc. Donc, moi ce que je considère, c'est qu'en France, on est bien lotis, quand même, au niveau des éditeurs, etc. Et puis, il faut pas oublier que les éditeurs au Japon sont plus on va dire, dans la supériorité au niveau de la loi, puisque tous les autorisent au niveau de la loi japonaise tout et n'importe quoi, c'est eux qui prennent les droits, c'est eux qui... Enfin, vraiment, il y a vraiment un barnum pas possible au Japon, alors qu'en France, on est très bien lotis, parce qu'il y en a des éditeurs, faut pas l'oublier, qui sont très, très, très gentils à ce niveau-là, au niveau des délais et de la qualité. Ça, il faut pas oublier. Mais je me dis une chose également, je me dis, est-ce que en France, il faudrait pas faire comme au Japon, ça veut dire, est-ce qu'il faut tout déléguer peut-être au directeur éditorial ou laisser peut-être quelqu'un qui a déjà fait, on va dire, de la BD dans sa vie ou du manga dans sa vie, qui est arrivé à un tel niveau, mettre en tant que responsable. Est-ce que c'est pas mieux de mettre quelqu'un qui a dessiné dans sa vie, ou est-ce qu'il faudrait mettre des gens à la base, au niveau des éditeurs, je sais pas, je te demande un avis, qui est directeur éditorial, parce que, n'oublions pas, un directeur éditorial, c'est plutôt le commercial en priorité. C'est quelqu'un qui saura au niveau du marketing comment faire. Mais est-ce que, au niveau du dessin, il faudrait pas mieux laisser, on va dire, les avis à des gens appropriés, comme au Japon, il y a un bon nombre d'éditions. Disons que je pense que il y a peut-être, on va dire, 2 avis qui peuvent être importants. D'abord, un premier avis, on va dire commercial, qui fait que le projet peut être réaliste par rapport aux attentes et tout. Puis après, c'est mieux si c'est quelqu'un qui se connaît très très bien au niveau du travail sur ça, qui encadre après une fois que le projet est validé, c'est certain. Oui, évidemment. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez important à dire. Alors, 2-3 conseils que tu pourrais donner pour les gens, on va dire, qui souhaiteraient, on répète, devenir faire du Frenchy manga, ça veut dire vraiment avec même on va dire plutôt de Frenchy manga, parce que tu connais plus ce milieu-là, vu que tu as sorti quand même pas mal d'œuvres à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les gens qui veulent sortir du Frenchy manga, faire de ça leur métier? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là? Bon, après, je sais pas si j'ai sorti autant d'œuvres que ça, mais... Bon, il y a eu Manuel du mangaka, je répète, 2 tomes d'élémentaire, FAS qui est en cours au niveau digomatique, et puis va sortir on peut pas le dire maintenant, hein, évidemment vous le saurez plus tard, une grande sortie qu'on ne pourra pas dire pour le moment, mais qui va un petit peu faire du bruit, hein, on va dire, dont tu es en train de faire en ce moment. C'était pour ça que je me suis permis de un peu te déranger, mais quand même, tu es sorti sur 3-4 éditeurs différents. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil que les éditeurs ont apprécié quand tu es allé les voir, ou quand tu as commencé les démarches? Déjà faire un book, tu l'as dit, ça, ouais, ça c'est important. De toute manière, faire un book avec peut-être un panel de sortes de styles variés, on va dire. Après, on l'oublie pas, il faut le répéter, avec un panel de styles variés. On le répète, hein, oui. Avec un panel de styles variés. Ça, il faut le répéter, parce que il y a bon nombre de gens, c'est la grande oubli, ça c'est vraiment quelque chose parce que l'éditeur en question peut-être peut ne pas forcément aimer un style, mais va peut-être adorer un autre style que vous avez fait sur un autre projet. Voilà, donc surtout, voilà, faut le répéter, hein, faire plusieurs panels de styles. Qu'est-ce que je pourrais conseiller, un petit conseil peut-être un petit peu réaliste, c'est que l'éditeur il va peut-être pas forcément tout apprécier, mais je pense qu'il faut lui montrer que on est motivé, que des moments quand l'éditeur il peut pas répondre, soit par mail ou par téléphone, de montrer qu'on est insistant, mais insistant parce qu'on est motivé, et que voilà. Sans aller évidemment dans le harcèlement. Non, bien sûr, mais voilà, montrer qu'on est motivé, parce que de toutes les manières, bon, je veux dire, s'il y a déjà eu un contact, déjà, et qu'il y a eu certains points positifs, c'est bien des fois en même temps d'essayer de trouver le juste milieu qui puisse
en même temps se satisfaire soi-même et puis satisfaire l'éditeur aussi. Bien sûr. Également, ce que tu pourrais donner comme conseil, privilégier également les rendez-vous physiques. Alors, on est d'accord. C'est-à-dire les rendez-vous sur place. C'est mieux, mais bon, en vrai, c'est vrai que c'est pas plus facile à faire, mais l'éditeur également, faut pas oublier l'éditeur a un emploi du temps, et ça c'est vrai, c'est pas un mythe, hein. Ça c'est l'éditeur a un emploi du temps de fou. L'éditeur peut pas évidemment donner du temps à X ou X personnes, mais c'est vrai que l'éditeur a un emploi du temps de fou. Donc ne serait-ce prendre 10 minutes ou 20 minutes de son temps, c'est déjà assez. Faut pas oublier qu'à part, bien sûr, s'il voit que le projet est extraordinaire et qu'il a été séduit direct, et là où c'est cas où il n'y a pas de problème éventuellement, faut pas oublier que voilà, enfin je veux dire là, faut se mettre un petit peu à sa place. Si l'éditeur il rencontre une fois une personne, difficile encore de bien évaluer encore l'auteur. Je pense que c'est bien, ça le rassurerait, je pense, plus de voir que l'auteur il en veut, qu'il est motivé et que voilà, il a pas fait juste ça sur un coup de tête pour plaisanter limite. Donc, bien sûr, et ça oui, c'est très très important évidemment, comme tu viens juste de le dire précédemment, c'est il faut évidemment que l'éditeur connaisse ses avantages, de l'auteur, les faiblesses, et évidemment qu'il est extrêmement motivé, que ce n'est pas sur un coup de tête d'un soir en jouant entre Skyrim, on va dire, et Final Fantasy que on puisse prendre l'auteur en question. Également une chose qui est indispensable pour moi, ça par contre je la rajouterai, c'est évidemment mettez vos œuvres, vos projets sur votre blog. N'ayez pas peur, parce qu'il faut savoir une chose au niveau de la loi, c'est que lorsque vous mettez vos œuvres au niveau synopsis, hein, juste synopsis, c'est une image, hein, pas besoin d'autre chose, évidemment, hein, pas besoin d'autre chose. C'est que lorsque vous le mettez sur Internet, il est déjà déposé on va dire, par défaut. Ça veut dire que vous avez la preuve que vous avez déposé l'œuvre sur votre site Internet. Donc évidemment, il ne peut pas y avoir, on va dire, de vol d'histoire ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Surtout mettre son œuvre. Ne pas hésiter à le mettre sur le blog. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas. Oui, je veux dire, je peux comprendre qu'au début, il y a une petite peur de montrer son œuvre par rapport à la critique, c'est sûr, c'est certain. Mais bon, de manière, je pense qu'on n'a pas le choix au final. Je veux dire, si on montre rien, il ne se passera jamais rien. Donc, également, avoir une très grande communauté. Au début, on n'est pas sûr. Pas attendre qu'on soit peut-être un peu plus sûr, on va dire, pour le montrer à tout le monde. Puis, ne pas hésiter d'avoir des initiatives. Pour moi, c'est très important. Des initiatives au niveau de l'éditeur, pour qu'il soit extrêmement étonné. D'avoir des initiatives pour trouver, par exemple, une équipe. Pourquoi pas pour également faire quelques démos au niveau du temps, au niveau des planches. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, oui. L'initiative, c'est super important. Je veux dire, l'éditeur, c'est vrai qu'on me disait tout à l'heure, c'est pas lui qui va penser à tout. Et puis voilà, enfin, je veux dire, si on vient comme ça, sans rien, sans rien derrière et sans rien comme objectif dans le futur, voilà, faut peut-être y réfléchir en tout cas. Je veux dire, parce que il y a un réel problème parce qu'il y a quand même. L'éditeur, il a son boulot, hein. Il a son boulot et il voit d'autres auteurs aussi, ça se trouve. Et donc, s'il voit d'autres auteurs et que l'autre auteur il est beaucoup plus motivé ou qu'il monte des objectifs peut-être plus forts, il va pas prendre celui qui a l'air d'être moins sûr de soi, même s'il a un super dessin aussi. Hein. Ce que tu essaies de dire, c'est que l'auteur doit également se vendre. Même s'il a un super talent. Ça veut dire qu'il doit avoir vraiment ce côté commercial, le côté blabla, le côté argumentaire. Le problème, c'est que voilà, si on peut pas prouver, si on est incapable de rassurer l'éditeur, je veux dire à quoi ça sert. Je veux dire, si on monte des beaux dessins et qu'au final on sent qu'on ne sait pas si la personne est sûre de soi et tout. Est-ce qu'on peut continuer la route, je veux dire, avec une personne comme ça, je veux dire, c'est ça le problème. Oui, c'est un réel problème. Et puis, chose extrêmement importante, c'est également, comme tu l'as dit, le nombre de contacts. Ayez plein de contacts, ça c'est très important. Quitte à aller dans des conventions, c'est ça ? Est-ce que tu es d'accord, dans des conventions ? Oui, dans des conventions, de rencontrer un petit peu tout le monde. Montrer un petit peu l'évolution de
de ce qu'on fait. Par contre, très important, ne montrez pas que des illustrations. Il y en a plein de monde dans des books, ils montrent 100% d'illustrations. L'éditeur ne sait pas ce que ça va donner en planche, l'éditeur ne sait pas ce que ça va donner au niveau du key art, l'éditeur ne sait pas ce que ça va donner au niveau du character design. Surtout, ça, on est pas d'accord, au niveau du book, quelques extraits de planches pour que l'éditeur se dise « Ah, quand même, il sait faire des planches ». Parce que, on est d'accord Thomas, en France, c'est un réel problème, c'est qu'on fait que de l'illustration et on croit que c'est du manga, alors que ce n'est que de l'illustration. Oui, le problème, c'est qu'il faut pas s'imaginer case par case des illustrations. C'est ça, le problème, c'est qu'on a trop tendance à penser en mode animation. C'est-à-dire que les planches, en noir et blanc, on va rajouter plein de plaquages de trame qui ressemblent un peu du niveau de gris, et en couleur, ça va bien rendre, mais quand on rend ça en noir et blanc, ça n'est pas la même chose. Parce qu'en noir et blanc, par exemple, je sais pas, par exemple, si on voit des traitements comme l'auteur de Naruto, il place pas beaucoup de trame, je veux dire, beaucoup de noir et blanc, je veux dire, sur différents styles. On donnera évidemment. Et qui sont très très efficaces, donc ça c'est. Dans les prochaines vidéos, on fera des petits commentaires, des petites astuces qu'on pourra prendre on le fera de quelques auteurs comme Kaiji, Naruto, etc. dont on fera évidemment des vidéos spéciales et des vidéos tutoriels, ne vous inquiétez pas, où on vous montrera un petit peu comment marche Manga Studio, mais de manière évidemment à la limite, je répète, du temps libre de Thomas qui pourra nous accorder, puisque en ce moment il fait quand même un très 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 gros projet pour un très très gros éditeur, donc on va un petit peu le ménager, hein. Je sais pas ce que tu en penses, on va un petit peu te ménager. Puis, bon, petite conclusion au niveau du... Moi, comme je l'ai dit précédemment, Manfra, ou je sais plus, il y en a d'autres qui ont donné des noms bizarroïdes. Français manga français. Enfin, manga français, moi je... Global manga aussi. Global manga, bref. Enfin, moi j'ai bien aimé ce que sur Twitter a dit une japonaise, je répète... Vraiment Frenchy Manga, c'est comme ça que va s'appeler les vidéos. Vous avez juste qu'à taper Frenchy Manga avec un i à la fin de Frenchy pour trouver évidemment les vidéos en question ou les tutoriels, etc. de ce que Thomas sort principalement parce que il a envie évidemment de partager ce savoir, évidemment cette façon de travailler avec les éditeurs, comme ça évidemment ça puisse monter le niveau en France, car il y a un réel problème, on est d'accord, de motivation, de niveau. Il faut vraiment que cela change et que cette mentalité pour moi change. Pour moi, la conclusion, après je te laisserai évidemment la parole, la conclusion c'est il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot dans les deux sens du terme, au niveau de la qualité du design, etc. Mais aussi du boulot. Il y a des éditeurs qui peuvent vous donner du boulot. Il y en a plein. Il y a bon nombre de recherches d'entreprises qui recherchent des gens pour faire, parce qu'il ne faut pas forcément passer éditeur. Il y a un bon nombre d'entreprises hyper connues qui demandent peut-être pour, on va dire, des brochures. Tu sais, Thomas, les brochures d'entreprise. Oui. Tu sais que tu donnes au niveau de tes salariés où ils demandent des gens qui peuvent faire des planches, etc., manga, si possible. Faites-vous les dents. Vraiment, n'hésitez pas. Prenez tout ce qui vous vient et surtout faites-vous connaître au sein non seulement d'Internet, mais également au niveau des éditeurs. Que les éditeurs puissent se dire « Ah tiens, c'est vrai, cet auteur-là, je le connais, quoi que ce soit. » Parce que la pire des choses qui peuvent vous... oui, il faut rentrer dans le monde de cette société, il faut rentrer dans toute cette machine. On va dire. Voilà, vraiment, il n'y a pas de petits métiers de mangaka, il n'y a que des bons métiers. Si une entreprise ou quoi que ce soit vous demande de faire telle planche, tel machin, faites-le, n'hésitez pas, ça vous fera uni dans un pseudo-CV, parce qu'il n'y a pas exactement CV au niveau des auteurs, mais faites-le, n'hésitez pas, parce que la pire des choses, c'est que si un éditeur n'est pas de nouvelles de vous pendant 3-4 mois et que vous ne sortez rien et que vous ne faites rien, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Et puis oui, le plus important, c'est de ne pas perdre sa motivation. Et puis, une chose qui est très importante, au niveau du chômage, au niveau de la NPE, au niveau du RSA, eux n'auront aucune pitié. Si vous voient qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain mois, vous ne trouvez rien, eh ben, c'est clair. Après, c'est vrai que ça peut être bien au début de
trouver des petits boulots à côté pour. Évidemment, ça c'est en même temps, important. de trouver un petit boulot à mi-temps Pour acheter, évidemment, planches, crayons, etc. Ça c'est important, ça tombe pas du ciel. Hein. Faut le répéter, ça. C'est pas la NPE ou c'est pas le Pôle emploi qui va le donner. On est bien d'accord. Hein. Ah oui, ça c'est. Alors, ça, je te laisse, excuse-moi, la conclusion également. alors, La conclusion, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de tout ce qui est Frenchy Manga, de tout ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclusion de fin au niveau des gens qui nous écoutent? moi j'aurais tendance à dire pas un petit peu la même chose, mais bon, c'est vrai que s'il y a un truc qui est sûr, si le projet que l'auteur veut présenter, je veux dire que ce qui est important en tout cas là-dedans, c'est la motivation. Je veux dire, si une personne en tout cas qui d'un coup un auteur qui est plus motivé, du coup il n'y a plus rien. La motivation, grand. Parce que c'est vrai que bon, il peut y avoir des difficultés et tout, mais quand on est toujours motivé, finalement, il y a toujours possibilité. Alors que, par contre, si vous êtes plus motivé, là, je crois que c'est fini. Je crois que c'est les mots de la fin, Thomas. Je te remercie de nous avoir accordé un petit peu de temps pour évidemment ce débat sur le Frenchy Manga. Écoutez, la prochaine vidéo sera débattue avec Thomas quand il aura évidemment le temps. Ce sera peut-être un tutoriel ou peut-être une explication sur tel ou tel manga qui est sorti au Japon. On va dire sur des choses que vous pourriez reprendre vous en tant que mangaka français. Puis, écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Oui, bien sûr, à la prochaine fois. À la prochaine fois, Thomas, je te remercie. Je t'en prie. Et puis, je vous dis tous à la prochaine fois. Bye bye. À la prochaine fois, bye.